Après avoir dominé le monde des frameworks, Symfony est moins choisi aujourd'hui pour de nouveaux projets, sauf pour ceux qui veulent une robustesse qui dure. Stable, fiable et beaucoup d'experts sur le marché, ça en fait une solution de choix. Mais alors, la robustesse vaut-elle encore plus que la vitesse ? Faut-il encore travailler avec Symfony et surtout, comment va-t-il évoluer ? Pour répondre à ces questions de monolithe, je ne reçois pas Ludwig von Beethoven, mais il s'y connaît en musique classique. Grégoire, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev DEV pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Grégoire, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, je m'appelle Grégoire Pinault, je travaille en tant que développeur dans une entreprise qui s'appelle Joli Code, où on fait des missions de développement web, d'audit, de formation, de coaching, etc. Je travaille aussi sur un produit qui s'appelle redirection.io, qui s'occupe de faire des redirections web quand il y a des sujets de migration de sites web, pour avoir des URL plus propres et plus SEO friendly. Je développe majoritairement en PHP, mais je peux faire aussi du JavaScript, du back-end, enfin du Rust, du Go, de la base de données, de l'Ops, etc. Il y a plein de sujets. Alors déjà, effectivement, Redirect.io, je trouve ça, effectivement, c'est un service vital. Je pense qu'il est peut-être même sous-coté par rapport à ce que ça peut apporter. Avant, du coup, d'enchaîner sur Symfony, j'ai forcément envie de parler un petit peu de PHP. T'es arrivé sur Symfony en ayant fait du PHP, ou tu t'es mis au PHP parce que t'as dû te mettre à Symfony ? En fait, j'ai eu des études un peu chaotiques, on va dire. Enfin, j'ai pas fait une école de web. Et pendant ma licence, fallait faire un stage. Et du coup, j'avais choisi un stage dans le web. Et du coup, j'avais appris PHP pour cette occasion-là. Et du coup, j'ai connu le PHP avant Symfony. Et j'ai même, pour la petite anecdote, j'ai commencé par faire du Zen Framework. Parce que je pense que j'étais très mauvais en recherche sur Internet. Et du coup, quand j'allais chercher un framework pour bidouiller, j'avais trouvé Zen et j'ai pas trouvé Symfony. Et du coup, c'est quand j'ai eu mon premier emploi, on m'a formé à Symfony, je connaissais pas du tout. Et au final, je suis tombé amoureux et j'utilise beaucoup, tous les jours. Voilà. Alors attention à ce que tu dis sur Zen, parce que moi je suis plutôt team Zen. Bon, ça fait longtemps que j'ai fait plus de PHP, mais à l'époque j'ai pratiqué le Zen 2. Okay. À l'époque où Symfony pourtant était déjà largement dominant sur le marché, mais je suis arrivé dans un contexte où il y avait déjà du Zen qui était installé. Du coup on a fait le choix de rester dessus. Okay. Mais je comprends hein, l'attachement. Du coup, pour parler de Symfony, donc, qui est un framework PHP, et ça je pense que les gens le savent, qui a été un des frameworks PHP les plus choisis pendant très longtemps. Toi, qu'est-ce qui t'a plu dans ce framework ? C'était quoi ton coup de foudre pour Symfony ? Du coup, moi, j'avais commencé avec Zen 1, en fait. Et du coup, après, je suis passé sur Symfony 1 et j'avais trouvé ça plus simple. Et la documentation était plus complète. On trouvait plus facilement ces petits. En plus, il y avait un tutoriel à l'époque qui s'appelait Jobit, qui nous faisait coder une application pour un job board, en fait, et qui était très didactique. Vraiment, c'était étape par étape. On nous prenait par la main. Et en fait, en faisant ce tuto-là, on montait assez rapidement en compétences, on était assez rapidement autonome. Du coup, c'était vraiment la doc au début qui m'avait vraiment mis le pied à l'étrier et donné envie d'aller plus loin avec ce framework. En vrai, est-ce que c'est un tuto qui te donne vraiment les moyens d'appréhender le framework, ou est-ce que c'est un tuto qui te crée un ensemble de bouts de code que tu peux copier-coller après tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, je vois. J'essaie d'être objectif et pas d'être non plus un vendu, etc. Mais
Mais non, je trouve que on expliquait bien les concepts. Ok, ça c'est un contrôleur. Enfin voilà, dans tous les langages, quasiment on retrouve cette notion-là. Là, on a des contrôleurs, là on a des vues, là on a la base de données, etc. Et c'est sûr que c'est toujours intéressant d'aller copier-coller des fragments de code. Mais là, on avait vraiment, je trouve, un peu la big picture en fait du framework, comment il fonctionnait. Voilà, en gros, on a une question, comment on y répond, comme ça. Et du coup, après, quand on était sur un autre projet, on avait un peu le même mécanisme mental et on arrivait à trouver la solution tout seul au final. Moi, j'ai commencé à dev il y a fort longtemps, parce que ça fait 30 ans que je dev. Donc j'ai commencé sur le web il y a 30 ans. Okay. Et du coup, moi, pendant longtemps, j'ai dev dans des environnements où il n'y avait pas de framework. On codait vraiment. Pendant quelques années, j'ai même considéré que c'était mieux de coder sans framework, parce que du coup, on avait plus la main sur les trucs et compagnie. Et quand j'ai découvert les frameworks, ça a été une espèce de bouffée d'air frais, même si je suis arrivé sur Zen au final. Mais il y avait une espèce de putain, mais en fait, tu vois, t'as accès à pléthore de trucs, ça fonctionne vachement bien, c'est hyper clair. Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est important de travailler en framework au point de ne plus travailler sans framework? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que pour toi, dans l'apprentissage du métier de dev, est-ce qu'il faut passer un moment par le fait de travailler sans framework pour connaître le langage avant de s'attaquer au framework? Est-ce que pour toi, c'est un truc indispensable que limite il faut pas faire de PHP, il faut commencer du Symfony direct? Clairement, je pense qu'il faut savoir faire les choses sans un framework. Si on veut vraiment un peu se repousser soi-même et vraiment comprendre comment marche un framework et pouvoir l'exploiter à fond, c'est super intéressant en fait, de savoir comment le framework marche. Et du coup, en fait, si on part même un peu plus dans le passé, c'est de commencer et juste avec du PHP, tout court. Et là, on fait son truc, etc. Et idéalement, on demande à quelqu'un d'un peu plus expérimenté. Bon alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur ton code? Forcément, il y a des injections SQL qui vont apparaître, ou XSS, ou CSRF, peu importe, il y aura forcément plein de failles. Mais au moins, on va comprendre un petit peu comment architecturer de mieux en mieux son code. Et à un moment, en fait, on va tomber naturellement sur quelque chose qui ressemble à un framework. On va se dire, ok, bon, à partir de ce moment-là, j'arrête de réinventer la roue. Et du coup, j'utilise un framework. Mais oui, pour moi, on ne peut pas arriver... Souvent, je fais des audits, etc. Et on voit bien, en fait, les gens qui savent faire du Symfony, mais pas du PHP. Alors, forcément, on est obligé de savoir faire du PHP, mais tu vois ce que je veux dire. En gros, il y a des trucs un peu triviaux. PHP, c'est le faire tout seul, en fait. On n'a pas besoin de Symfony pour ça. Ouais, mais tu vois, en même temps, moi, ce que je trouve hyper agréable dans cette découverte de Symfony, de Zen ou des frameworks en général, même en JS, sur du Express, ce genre de choses, ou du Node, c'est qu'en fait, tu réalises qu'il y a des tas de sujets que tu n'avais même pas perçus, en fait, qui sont gérés par le framework de manière très... tu vois, déjà, ça te force à avoir une vraie séparation entre ton contrôleur, tes vues, tes modèles, la gestion des routes. Je trouve que, à moins que tu commences vraiment à bosser sur des sites un petit peu costauds, le concept de route, t'en as pas forcément besoin, tu vois, en PHP. Donc, tu vois, je trouve que je trouve que le fait de travailler sans framework, en fait, t'as quand même beaucoup de blind spots. Et quand tu commences à bosser avec un framework, je trouve que tu as aussi une vision plus globale, en fait, de ce que c'est que de faire un site web. Et je trouve que tu progresses énormément en voyant tout ce que couvre un framework. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, je me rends compte que je me suis peut-être mal exprimé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire un site sans framework et l'emmener en prod. Oui. C'est juste expérimenter un petit peu, au moins, quand on découvre un langage, ne pas utiliser trop vite des librairies. Essayer un peu de comprendre comment le langage il marche, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on ne peut pas faire. Et ensuite, très rapidement, basculer sur un framework. Du coup, c'est vraiment d'y aller pas à pas et pas d'arriver directement, d'apprendre. Ok, par exemple, moi, je sais pas faire du Django en Python. Et je me dis, si j'ai envie d'apprendre Django, d'abord, il va falloir que j'apprenne Python, d'abord, avant de faire directement du Django. Parce que je vais comprendre un petit peu comment le langage nu, vanilla, il fonctionne, avant d'apprendre directement un framework. Je pense que c'est plus simple d'y aller étape par étape, et on aura une meilleure compréhension de tout. Et c'est peut-être aussi indispensable pour justement passer d'un framework à un autre. Si tu maîtrises pas suffisamment le langage sans le framework, en fait, il faut savoir voir un peu la différence, à quel moment commence
le framework et à quel moment s'arrête le PHP. Je suis tout à fait d'accord. Donc du coup, toi, ce qui t'a plu, c'est, dans un premier temps, ça a été ce tuto que tu as découvert. Ouais. À partir de quel moment qu'est-ce qui t'a amené en fait à vouloir devenir contributeur sur ce projet ? Du coup, pour refaire un petit peu l'historique, en 2012, c'était encore Symfony 1. Symfony 2, on va dire, arrivé en 2012, 2 ans plus tard. Et Symfony 1 était peu communautaire. En gros, c'était Fabien Potentier qui développait 90% du framework. Il y avait quand même d'autres release managers qui étaient présents. Mais c'était sur SVN, il y avait un track. Et il n'y avait pas encore GitHub. Du coup, il n'y avait pas encore je clique sur un bouton, je fais une pull request. Et en 2012, GitHub, Symfony 2, on utilise un meilleur écosystème, on va dire, avec des meilleurs outils, où la contribution est beaucoup plus facile. Et c'est en utilisant le Symfony 2 et en voyant à quel point c'était facile de faire une contribution, même de manière totalement anonyme. On n'a pas besoin d'être sur une liste quelque part dans un track ou avoir des accès à un SVN, etc. Juste, on est anonyme sur GitHub. Il y a un message d'erreur qui ne nous plaît pas, on pense qu'on peut l'améliorer, on propose en gros une amélioration. Et c'est là un peu toute la magie de GitHub. À l'époque, maintenant il y a d'autres alternatives, je ne fais pas forcément de la pub que pour GitHub, mais ça a quand même ouvert la voie à vraiment construire une communauté beaucoup plus grosse que ce qui pouvait exister avant GitHub. Donc en gros, voilà, améliorer son expérience avec le framework. Du coup, je reviens sur cette historique, et du coup peut-être ça revient même carrément un petit peu à la question d'avant. Donc toi, tu as commencé à bosser sur Symfony en 2010. Ouais. Ça faisait combien de temps que tu étais dev quand tu as commencé à bosser sur Symfony ? À bosser, à contribuer à Symfony ? Non, juste à le manipuler. 0 jours. Ok. En fait, moi T'avais déjà une expérience en PHP du coup ? Ouais, en fait, j'ai fini par un master, mais en analyse décisionnelle, donc truc qui n'a rien à voir avec du développement web classique. J'avais fait quand même un stage en L3 et en M1, M2. Ah non, M2 même pas. J'avais fait juste un stage en L3 à faire du PHP. Mais après, je n'en avais pas fait pendant 2 ans. Okay. Et à la fin de mon master, j'ai fait « Ok, je ne veux pas du tout faire de la BI, ça ne m'intéresse pas, moi je veux faire du code. » Et du coup, j'ai trouvé un job dans une boîte et en gros, du jour au lendemain, je suis arrivé le lundi, mardi, on m'a fait faire Jobit, je crois. Et mercredi, jeudi, vendredi, on m'a mis en formation. Et j'ai appris Symfony la première semaine. Du coup, voilà, c'était vraiment... je suis arrivé tout frais dans l'entreprise, je connaissais rien et on m'a tout appris très rapidement. Et ça, c'était déjà chez Sensio ? C'était chez Sensio, ouais. Ok. C'est l'éditeur de Symfony ou non ? Ouais. En fait, Fabien Potentier, qui est le dirigeant, je sais pas comment on dit exactement, avait monté un framework dans son coin qui s'appelait SF, comme Sensio Framework. Un jour, il s'est dit bon, c'est cool, ça marche bien en interne, je vais l'open sourcer. Sensio Framework, ça fait un peu trop brandé Sensio. Du coup, il avait trouvé un autre nom, Symfony. C'est pour ça que ça s'écrit pas avec un PH, mais avec un F, pour la petite histoire. Du coup, il voulait garder le SF un peu partout, sans devoir tout renommer. Du coup, il a trouvé ce nom-là. Et voilà. Ok. Et donc, tu es arrivé du coup à la maison mère directement. Est-ce que tu crois que ça a facilité aussi ton passage en tant que core contributeur ? Je pense, ouais. Forcément, parce que... Enfin, non, je dis ça. Honnêtement, je sais pas. Mais du coup, tu avais des... Enfin, c'était quoi l'activité de Sensio quand tu es arrivé ? En fait, à l'époque, comme toujours, en fait, c'est très orienté développement web pour des autres entreprises. La même chose que ce qu'on fait à Joli Code, par exemple, ou que d'autres entreprises du marché peuvent faire. Donc avec de l'audit, du projet, de la formation. En fait, il n'y a pas de pôle développement Symfony à Sensio. Maintenant, il y a une autre entreprise qui s'appelle Symfony Corp qui s'est montée, où il y a un core contributeur, Nicolas Grecas, dedans. Mais sinon, c'est très communautaire en fait. Symfony, il y a une core team, on est une 20aine, et il doit y avoir, je pense, 15 boîtes différentes. Enfin, les contributeurs sont issus de 15 entreprises différentes. Il y a quelques entreprises où il y a 2-3 corps contributeurs, mais c'est assez rare. Okay. Souvent, c'est des personnes un peu isolées, un peu partout sur la planète. Donc il y avait principalement ce métier d'agence quand toi t'es arrivé, et c'était les débuts de l'ouverture de Symfony du coup en mode open source ? Ah non, moi j'ai loupé le début de Symfony parce que, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est à peu près 2006, okay. Symfony 06 ou 04, je sais plus. Du coup il y a quand même eu 5 ans de Symfony 1, on va dire, enfin de 0, quelque chose jusqu'à 1.
Et c'est Symfony 2, c'est 2012. Donc moi, j'ai loupé les 4 premières années de Symfony 1 et je suis arrivé au début de Symfony 2. Ok. Donc du coup, donc toi, tu as commencé à contribuer sur ces histoires de messages d'erreur que tu voulais customiser. Et du coup, aujourd'hui, alors, tu es encore contributeur aujourd'hui ou, Ouais. t'es sur, du coup, tu touches à peu près à tout le framework ou tu es encore sur des sujets de prédilection? Alors en fait, j'avais fait plein de contribs sur plein de composants différents, par exemple le composant console, du HTTP kernel, de la DI, etc. Et en fait, il y avait une problématique qui revenait souvent au boulot, c'était la gestion de workflow, état, transition, etc. Avec Fabien, moi je bossais beaucoup avec Fabien à l'époque, ce qui a, je pense, permis que je sois accepté, enfin voilà, que je passe contributeur, et c'est aussi stimulant, enfin, etc. Il m'a stimulé. Et du coup, j'ai créé, enfin avec Fabien en fait, mais on a créé un composant workflow, et du coup, je suis officiellement mainteneur de ce composant-là. Mais ça n'empêche que j'interviens de temps en temps sur d'autres composants, mais il y a des composants où je crois, jamais mis une seule ligne de code parce que soit je les utilise peu ou très peu, soit parce que je les connais pas assez, ou alors j'ai pas les compétences pour, enfin voilà. Ouais. Et tu avais déjà une appétence pour la philosophie open source? Tu avais déjà contribué à des projets avant de contribuer à Symfony? Alors, je sais pas. Et tu contribues à d'autres projets aujourd'hui ou t'es, Si, j'avais contribué à un autre projet, je viens de me souvenir. Ma première pull request sur GitHub, c'était sur le livre ProGit. Parce que, on m'a, pareil, première année de job, je connaissais pas Git, on m'a fait apprendre Git. Et du coup, je le lisais en français, je crois. Il y avait des problèmes de traduction où il manquait des passages qui étaient en anglais. Je fais, bon, allez, vas-y, je traduis. Et j'ai toujours aimé le principe de l'open source, de partage, oui, partage. Ok. Alors, pour parler un petit peu des évolutions de Symfony, parce que le web a quand même beaucoup changé depuis 2010. Les principes aussi ont beaucoup changé. Du coup, aujourd'hui, on en est à Symfony 3. Non, beaucoup plus, 6. 6 Ouais. Ah, j'ai vraiment raté beaucoup de chapitres. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution majeure du coup, aujourd'hui, on parle beaucoup de microservices. Peut-être même on a même passé la vague des microservices. Il y a des gens qui reviennent au monolithe. On parle de monolithe distribué maintenant, carrément. Ouais. Comment est-ce que Symfony a passé ces différents changements? Symfony, ça a beaucoup été community driven. Voilà, c'est la communauté qui arrive avec des idées. Souvent, les gens nous demandent est-ce que vous avez une roadmap quelque part? En fait, non, on n'a pas du tout de roadmap. Juste, il y a des besoins. Voilà, j'ai besoin d'un workflow. Je vais voir Fabien, enfin parce qu'à l'époque c'était comme ça, mais maintenant en plus on va aller voir d'autres personnes de la core team. On fait, est-ce que tu penses que ce serait bien une librairie qui fait ça, qu'on l'intègre à Symfony? Et du coup, en fait, souvent on se disait à des moments, la prochaine release elle va être petite, il n'y aura pas grand chose dedans. Et en fait, non, il y a toujours des nouveautés. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu des gros changements d'architecture pour justement supporter ces nouveaux modes de conception ou nouvelles approches qu'il pouvait y avoir? En fait, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que les bases qui ont été posées en 2010, même si c'est sorti en 2012, elles sont quand même hyper solides. Et tout le cœur de Symfony, il a évolué. Il y a plus de fonctionnalités, mais l'architecture de base, c'est toujours la même. Et il y a des composants, par exemple, comme l'injection de dépendance, qu'on aurait pu penser finis il y a 5-6 ans. Et il y a toujours des nouveautés qui arrivent. Parce que le langage aussi supporte des nouvelles choses, où il y a des usages nouveaux qui apparaissent, et du coup on va simplifier l'usage, au lieu de faire 20 lignes de configuration, maintenant on a juste un attribut à mettre, et le framework fait tout pour nous. Et aussi ce qui se passe dans Symfony, c'est que on a les briques de base, mais aussi maintenant on a de plus en plus de composants, un peu plus haut niveau on va dire, parce que maintenant vu qu'on a les bonnes briques de base, on peut aller plugger plein de choses au-dessus. Là, par exemple, on a un composant qui va gérer les webhooks, que ce soit pour les envoyer ou les recevoir, qui est arrivé il y a 1 an. Voilà, on va avoir des composants un peu comme ça, un peu plus macro, qui ne sont pas forcément dans l'usage standard d'une application web. Enfin, où je veux en venir, c'est que Symfony, c'est 2 choses. C'est un framework full stack, qui est composé, on va dire, de 4-5 composants. Et après, on a plein d'autres petits composants qui peuvent être utilisés en standalone, que ce soit dans une appli Symfony full stack ou que ce soit dans un WordPress ou un Drupal ou un... peu importe.
C'est-à-dire qu'on peut prendre des composants Symfony et les utiliser dans un autre tout à fait, ouais. environnement. En fait, il y a plein de petits composants, que ça va être pour de la validation, serialiser de la donnée, faire du YML, faire des webhooks, notifier. Ouais, il y a un composant qui est arrivé il y a 3-4 ans maintenant, qui s'appelle Notifier, avec énormément de bridges. Il y a genre une vingtaine, ou peut-être même plus, trentaine de bridges, où on peut envoyer des SMS via Trello, ou des messages Slack, ou des messages en Signal, etc. Donc voilà, ça grossit. Mais ça, du coup, c'est un connecteur d'API, en fait, au final. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que ce module-là, il peut être utilisé dans Symfony et aussi dans... C'est pas le même code, quand même, j'imagine, qui s'installe sur les deux. Bah, en fait, Symfony, c'est un monolithe, on va dire. Enfin, c'est un monorepo. Où dedans, il y a plein de dossiers. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, nous, en tant que core team, maintenant, on va faire un subtree split. Donc ça, c'est une technologie de Git qui va te permettre de dire, OK, bon, bah, tout ce qui est dans ce dossier, tu me le sors, tu me mets ça dans un nouveau repo Git. Et du coup, tous les composants, on les split comme ça. Et derrière, on a un package manager en PHP qui s'appelle Composer. Et du coup, on va dire, dans n'importe quel projet de n'importe quel type, que ce soit du Drupal, du EasyPublish, du WordPress, du Zen, peu importe, on va être capable de faire Composer Require, Symfony/Notifier, et on va recevoir juste le Notifier. Et après, dans son projet, on va juste bootstrapper le Notifier, dire, OK, tu utilises tel bridge, et tu m'envoies tel SMS à telle personne. Ouais, ça aussi, le Composer, pour moi, ça a été une révolution. Je pense que j'ai découvert ça tardivement, mais pareil, pour moi, alors je sais que c'est pas un truc du monde PHP, hein, ça se fait sur beaucoup de techno, mais je trouve que ces genres de produits, ça paraît tellement simple quand tu l'as, tu te dis, mais oui, en fait, c'était une évidence qu'il fallait faire ça. Ouais, mais je trouve ça merveilleux. Ça a été une vraie révolution. Et pour manipuler, on va dire, différents langages, le package manager de PHP, il est quand même vraiment très très bien. Quand on parle, enfin voilà, je veux pas être mauvaise langue pour d'autres langages, mais ouais, on a vraiment un super écosystème avec des commandes qui sont simples, etc. On peut mettre à jour, supprimer, enlever des dépendances, alors que dans d'autres langages, c'est quand même beaucoup moins pratique. Ouais. Tu as parlé du coup à un moment aussi de PHP, de l'évolution de PHP. De souvenirs, on en est à PHP 8. Ouais. Je pense que je me trompe pas. Ouais, très bien. Alors, je trouve que PHP a beaucoup évolué depuis PHP 4. Il y a eu des vrais changements majeurs dans l'approche du langage. Est-ce que ça a été un peu comme... tu sais, on raconte que quand Apple ou Google fait une conf pour annoncer le nouvel OS, il y a plein de startups qui sont fébriles parce qu'elles savent qu'il y a un risque que leurs produits en fait, deviennent obsolètes parce qu'en fait, ça devient... intégré par défaut dans l'OS. Est-ce que pour Symfony, il y a aussi pas cette crainte-là, mais tu vois, il y a ce facteur-là de se dire, bah tiens, maintenant, des trucs que nous, on faisait pour améliorer les capacités de PHP sont maintenant natifs dans PHP, donc du coup, il faut qu'on aille le cran encore au-dessus. Il y a plein de choses C'est une très bonne question. Je dirais déjà non, parce que si PHP veut faire des trucs que nous on fait, ça nous fait moins de maintenance, tout le monde est gagnant. Oui, non, c'est pour ça que je parle pas de crainte pour Symfony, mais tu vois, mais c'est une façon de te dire, ouais, ça du coup on peut le scraper parce que c'est fait de base, mais du coup maintenant faut faire l'étape d'après en fait, parce qu'on peut imaginer que si PHP intègre par défaut un truc, certes ça fonctionne bien, mais on peut encore aller plus loin sur certains cas pratiques, quoi. Mais en plus, connaissant un peu la politique interne de PHP, où ils sont assez réticents sur certaines briques d'architecture plus haut niveau, par exemple l'autoloader, qui est un truc très spécifique à PHP, qui permet de charger des fichiers en fonction du nom de la classe. C'est quelque chose, moi, que j'aimerais beaucoup le voir nativement, en fait, dans PHP, parce que là, c'est Composer qui fait ça pour nous, mais c'est du code à maintenir. D'ailleurs, c'était marrant, parce qu'à l'époque, c'était du code de Symfony qui a été déplacé dans Composer. Mais c'est du code à maintenir en userland, comme on dit. Et si ça pouvait être géré directement par PHP, tant mieux, une fois que le truc il fonctionne. Donc moi, le moins j'ai de choses à maintenir, mieux je me porte. Et après, oui, je vois ce que tu veux dire. Genre, oui, l'image de marque de Symfony va se dire, on n'a plus besoin vraiment de Symfony parce que... Mais il y a tellement d'avance, en fait, dans Symfony par rapport à PHP. Enfin, c'est des librairies, il y a des choix qui ont été faits, etc. Et il y a plein de codes, donc je pense que c'est pas un problème. Oui, mais tu vois, parce que j'entends, c'est un framework, là où PHP est un langage, donc en fait, il n'y a pas de concurrence en soi de l'un vers l'autre, c'est-à-dire que c'est pas utilisé pour la même chose.
je l'entends, mais tu vois, par exemple, c'était dans PHP 7 qu'ils ont ajouté les threads. C'est 5.4, je dirais. Non? Les threads, non, il me semblait que ça Ah arrivait ouais. plutôt Bon, je dis une bêtise. 6 ou 7. Ok. Est-ce que ça, c'était des comportements que tu pouvais déjà émuler, entre guillemets, avec Symfony? Avec Symfony, non, mais il y avait des frameworks qui émulaient ce genre de capacité-là. Je pense à HOA Framework, Ouais. qui était un framework... Enfin, c'était plus un ensemble de bibliothèques qui était très rigolo, qui est fait par une personne que j'admire beaucoup, qui a plein d'idées. Voilà, c'était vraiment... Lui, il a fait un doctorat, en fait, et du coup, il avait mis toutes ses idées dans ce projet-là, et il allait vraiment repousser un peu les retranchements de PHP, en mettant plein de trucs comme ça pour émuler des faiblesses de PHP ou pour implémenter plein de trucs un peu rigolotes. Et est-ce qu'il y a eu des évolutions de PHP qui vous ont permis de faire des choses que vous ne pouviez pas faire avant? Ouais, clairement. Là, tout de suite en tête, j'ai les attributs PHP qui ont vraiment changé la donne. Avant, on était obligé de lire la PHP doc parce qu'en fait on avait des annotations mais c'était complètement simulé, c'était pas des choses comme on peut avoir en Java qui sont carrées, c'était pas une feature du langage, donc il fallait parser ça. Quand on oubliait une virgule quelque part dans la PHP doc, le parseur il nous disait pas exactement où c'était, on n'avait pas de coloration syntaxique, les IDE ils comprenaient pas exactement ce qui se passe, et du coup grâce aux attributs en fait ça a débloqué énormément de choses. Maintenant on peut taguer directement les services, mettre de la métadonnée, c'est à ça que ça sert, mettre de la métadonnée sur les classes. Et à partir du moment où il y a eu ça, ça a vraiment débloqué énormément de choses. Et moi, c'est l'une des features de PHP 8 que je préfère, qui a vraiment... game changer, quoi. Ça a vraiment tout changé. Et est-ce que du coup, il y a eu est-ce qu'il y a certains changements de PHP qui ont engendré des breaking change sur Symfony? Oui, c'est sûr. Par exemple, sur la sérialisation, mais c'est des trucs un peu obscurs. Quand je dis c'est un peu obscur, la sérialisation, c'est pas obscur, mais c'est sur des cas très spécifiques de la sérialisation. Et il y a un truc qui est cool maintenant dans PHP, c'est qu'il lance la test suite, et nous aussi on le fait en fait. On va lancer la test suite avec le futur PHP, donc là la prochaine version de PHP c'est 8.3. Du coup on lance déjà nous nos tests avec 8.3 et on remonte en gros des choses qui fonctionnaient très bien en 8.0, 8.1, 8.2, mais qui ne fonctionnent plus en 8.3. Et du coup, il y a une collaboration, il y a certaines personnes, Nicolas Grecas dont je parlais, qui fait partie aussi qui est dans la core team PHP, on va dire, et qui va aller remonter les bugs, voilà. Du coup, on travaille un peu main dans la main pour qu'il y ait des BC breaks qui n'arrivent pas. Mais de temps en temps, PHP casse volontairement certaines compatibilités. Et c'est à nous de gérer derrière. Ouais. Oui, c'était ma question d'après, c'est que vu l'ampleur de Symfony aujourd'hui dans l'écosystème PHP, j'imagine qu'il y a une collaboration assez forte entre la core team de l'un et de l'autre, quoi. Ouais. On n'a pas du tout la main, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, mais on a quand même une voix, la voix de Nico porte, mais il y a plein de moments où il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut, ou avoir telle fonctionnalité, ou ne pas avoir telle fonctionnalité. Après, c'est le jeu, c'est l'open source. C'est à peu près démocratique, communautaire, donc voilà, chacun a son mot à dire. Mais du coup, j'imagine aussi que vous avez, entre guillemets, suffisamment d'avance sur les annonces pour être à jour quand les choses commencent à être disponibles. Ouais, après, on n'est pas dans des... pas à ma connaissance, on est juste... on n'est pas dans des channels privés ou des moyens de communication spéciaux. Juste, après, il y a des affinités, donc on peut aller pinguer directement à un contributeur de PHP qu'on connaît bien parce qu'on l'a croisé plusieurs fois en conférence et dire « Ah, en fait, t'as vu ce bug-là, tu peux pas m'aider un peu ou tu veux pas m'aider sur ce truc-là ?» Mais du coup, on n'est pas spécialement plus en avance que qui que ce soit. Est-ce que du coup, toi, t'as joué avec des frameworks sur d'autres technos? Parce qu'on a vu Node, Express et compagnie exploser complètement. C'est-à-dire que, en préparation de cet épisode, moi j'ai fait des recherches. Je m'attendais pas à un tel gap en fait entre les deux. C'est-à-dire que Node a pris une ampleur colossale. Moi je viens d'une époque où le JavaScript était conspué. Donc je suis toujours très surpris de voir l'ampleur de Node aujourd'hui. Est-ce que toi tu as été joué avec d'autres... C'est quoi votre veille en fait sur les autres frameworks? Framework back-end du coup, j'imagine. Du coup, c'est énormément de Symfony, forcément.
À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Silex, mais c'était des composants Symfony. Moi, j'ai jamais fait de Laravel, qui est le gros concurrent de Symfony, faut être clair. Et sinon, côté backend, j'ai utilisé différents frameworks en Go pour faire du HTTP et surtout des WebSockets, où PHP n'est pas excellent pour faire ça. Et j'ai fait un peu d'Express, mais ça, j'ai jamais emmené en prod, c'était pour voir un peu comment ça fonctionnait, etc. Et sinon, je crois que c'est tout. Alors, on me confirme dans le chat qu'effectivement, les threads sont bien arrivés avec PHP 5.4. Ah. Il me semblait vraiment que c'était arrivé plus tard. Okay. C'est juste moi qui est pas creusé le truc suffisamment. My bad. Alors oui, effectivement, donc on parle d'autres frameworks. Il y a effectivement des frameworks entre guillemets plus proches de PHP, enfin de Symfony qui sont en PHP. Donc il y a Laravel effectivement qui commence à devenir un vrai game changer. J'ai fait un épisode il y a quelques temps sur Cake PHP qui était intéressant. Et ce que j'évoquais que je trouvais étonnant, c'est que il y a quelques années, il y avait une guerre entre Symfony et Zend, que Zend a clairement perdu quand on voit l'état aujourd'hui. D'ailleurs, je serais curieux de savoir, d'après toi, pourquoi est-ce qu'ils ont perdu cette guerre-là. Et à l'époque, en troisième, il y avait Cake PHP. Et on pourrait se dire qu'avec le numéro 2 qui disparaît, que Cake aurait pu prendre un petit peu d'ampleur. Et en fait, pas du tout. Il y a Laravel qui est sorti un peu du bois et qui est remonté très vite. Comment est-ce que, depuis l'intérieur de Symfony, vous voyez cette concurrence ? En fait, je ne saurais pas répondre pourquoi Symfony a dépassé Zend. En France, en tout cas, Symfony, c'est français. Et Zend, c'est pas français. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de clients français qui aimaient se tourner vers une solution française. Donc je pense que là, on a pris un peu de part de marché. Et après, la grosse différence est arrivée sur Zend 2 versus Symfony 2, en fait. Et Symfony 2 est sorti un peu avant. Pas beaucoup, mais un peu avant. Et je pense que ça a pu un peu changer les choses. Parce que ça arrivait à un moment, un tournant aussi de l'histoire, où PHP 5.3 est sorti, il y avait les namespaces, du coup, il n'y avait pas de problème de collision de noms de classe, etc. Et du coup, Et Symfony 2 venait avec plein de nouveaux concepts. Avant, on n'avait pas d'injection de dépendance. Maintenant, en fait, ça dépend des langages, mais dans beaucoup de langages, on a quand même ce concept d'injection de dépendance, de conteneur d'injection de dépendance. Et du coup, arriver avec tous ces nouveaux concepts, avec un cœur complètement réécrit, et c'était nouveau, ça marchait. Et donc, je pense que là, on a pris un peu d'avance. Et en fait, ce un peu d'avance s'est transformé en beaucoup d'avance. Et pour Laravel, Laravel, en fait, ils ont énormément de parts de marché aux États-Unis. Mais vraiment, ils dominent complètement. Et Symfony domine complètement l'Europe. Du coup, l'Europe et l'Asie. Du coup, c'est assez rigolo de voir qu'en fait, ça prend des parts de marché, mais voilà, il y a de l'Atlantique au milieu. Et en fait, c'est assez rigolo à analyser parce que c'est pas du tout le même genre de public. Parce que c'est des histoires, des problèmes de culture aussi. Mais en France, on prend un Français, on prend un Américain, et les gens pensent pas de la même façon, n'ont pas la même culture, et du coup, c'est rigolo de voir Laravel comment ça évolue, versus Symfony comment ça évolue. Parce qu'il y a des approches qui sont fondamentalement différentes, ou tu peux passer quand même assez facilement d'un Symfony à un Laravel. Je pense que passer d'un Symfony à un Laravel, c'est simple. D'un Laravel mal fait à un Symfony, c'est compliqué. Pourquoi je dis un Laravel mal fait ? Parce que dans Laravel, il y a des concepts de façade qui, à mon sens, sont très toxiques. Mais ce qui a fait la force de Laravel, c'est-à-dire que depuis n'importe où dans le code, on peut appeler n'importe quel service de manière statique. On n'a pas besoin de faire d'injection de dépendance. C'est vraiment, rad. On va vite, voilà. On fait des appels statiques. Donc, quand on est junior et qu'on apprend à développer, c'est super facile. J'ai besoin du routeur pour mettre un mail. J'ai besoin du routeur pour générer une URL pour le mettre dans un mail. J'ai même pas besoin de savoir qu'il faut que j'injecte le routeur. Je fais juste la fonction URL et ça me génère une URL qui va bien. Et donc ça, si on est sur une architecture comme ça et qu'on veut passer sur Symfony qui est plus entreprise, on va dire, ça va être dur. Par contre, avec Laravel, on peut tout à fait faire des choses très bien, où on fait de l'injection de dépendance, etc. Et donc, si on fait du Laravel comme ça, avec de l'injection de dépendance, et qu'on passe sur Symfony, je pense que la courbe de progression, elle est très rapide. Ouais. Après, il y a d'autres choses qui peuvent changer un peu, comme le moteur de stockage de données.
Doctrine ou Eloquent de l'autre côté, où là par contre c'est deux patterns complètement différents. Là on va galérer, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on va galérer. Ça va être un peu plus compliqué, mais sinon sur un routeur, ça reste un routeur, l'injection de dépendance, ça reste l'injection de dépendance, etc. Ce qui est marrant, c'est que ce que tu décris sur cette permissivité de Laravel versus Symfony, j'y retrouve beaucoup de la culture PHP, c'est-à-dire que PHP, c'est quand même un langage qui est très accessible, qui est très permissif. Tu peux faire très facilement des choses, mais des choses très crades. Mais tu peux faire des choses très propres et faire du coup des trucs qui fonctionnent vraiment très bien. Il y a pléthore d'exemples de trucs qui sont faits en PHP qui fonctionnent extrêmement bien. Et je trouve ça marrant en fait, que ce que tu décris, c'est ça, c'est qu'en fait Laravel te garde cette permissivité du PHP, là où sur Symfony, il y a un choix qui a été fait d'apporter de la rigueur et du coup effectivement de la professionnalisation, comme tu dis, quoi. Ouais. Alors, t'as dit un truc que j'adore, c'est PHP, ça permet de faire des trucs très carrés et en même temps des trucs dégueulasses. Et ça, j'adore. Par exemple, Go, qui est un autre langage que j'aime beaucoup, c'est pareil, on peut faire des trucs hyper carrés comme des trucs dégueux. Et moi, j'aime bien hacker, tout bidouiller. Mais ouais, j'avais jamais analysé ça en fait, en se disant, tiens, c'est marrant que Laravel, ils suivent un peu la philosophie de PHP, en se disant qu'on peut faire des gros raccourcis et qu'on ne le permette pas dans Symfony. Et ouais, c'est quelque chose de très intéressant. Ça pourrait peut-être germer et se dire, tiens, est-ce qu'on ferait pas un hack component où dedans on met des gros raccourcis et voilà, si les gens ils veulent dans Symfony prendre des gros raccourcis, bah voilà, on leur propose plein de fonctions et voilà. Oui, mais tu vois, en même temps, moi je trouve que cette rigidité imposée par le framework t'oblige en fait à avoir une vraie séparation de responsabilité de tes différents environnements, enfin, tu vois, de pas effectivement faire n'importe quoi n'importe où. Et du coup, quand tu as un problème qui se présente, tu sais où aller chercher, parce que tu sais que tu n'as pas un collègue ou une collègue qui a fait un truc, à faire un appel n'importe où de n'importe quoi. Ouais. Après, y a un truc qui me gêne un tout petit peu, c'est quand on dit ouais, Symfony c'est super rigide ou strict. C'est juste qu'on a de l'injection de dépendance et que ça, il faut le respecter. Mais au-delà de ça, on peut faire absolument n'importe quoi. Je fais pas mal d'audits et j'ai déjà vu des projets où c'était absolument pas carré le code. On avait absolument tout dans les contrôleurs, on avait même des requêtes SQL qui étaient dans la vue, truc qu'il faut pas faire. Donc en fait, on peut faire n'importe quoi. Juste, il y a quand même ce côté où on n'a pas les petits helpers qui permettent juste de court-circuiter certaines choses. Mais sinon, avec Symfony, on peut vraiment tout faire comme on le veut. Il n'y a pas vraiment de dossier où on doit mettre absolument ces choses-là. Tout est configurable. Alors moi, je suis pas expert sur Symfony comme j'ai pu l'être sur Zend. Mais de ce que j'ai vu, que ce soit sur Symfony ou sur Zend, c'est que certes, tu peux faire des choses dégueulasses, mais ça te demande un tel travail qu'en fait, tu vois, t'es obligé justement de tellement préparer de choses pour pouvoir prendre des libertés et pour moi c'est ça, c'est-à-dire que tu fais un choix sciemment de te dire ok, là je fais un truc qui correspond pas au design de base, ça me demande du taf pour réussir à accéder à mon contrôleur ou à ma fonction de mon machin, et tu vois c'est un choix éclairé qui est fait du coup de faire des choses pas propres, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je suis pas du tout d'accord. Pour citer 2-3 exemples, on voit plein de projets où... alors juste pour revenir un peu avant, Symfony c'est un modèle MVC, on va dire, modèle vue contrôleur. Donc normalement le contrôleur c'est censé être très petit et toute la logique elle est dans le modèle. J'ai déjà vu plein de projets où les contrôleurs ils font 200, 300, 500 lignes. Donc juste déjà là, ça montre qu'on peut faire n'importe quoi. J'ai vu des contrôleurs où il y avait des exits qui étaient faits à la main. Donc ça, c'est le mot-clé du langage qui fait que PHP il s'arrête net. Donc en gros, on fait des échos, nanana, exit. Alors que normalement, Symfony, ça fonctionne pas comme ça. On va retourner une réponse, etc. avec des headers, un status code. Enfin voilà, on fait ça un peu proprement. Donc ouais, on peut vraiment faire des trucs dégueux très facilement. Après, c'est plus si on veut changer l'architecture de Symfony, on va dire... J'ai même pas d'exemple, mais si on a envie de se prendre la tête à faire des trucs, oui, on peut, et effectivement, là, on va peut-être se prendre la tête, mais je veux dire, pour faire du code dégueulasse, il n'y a pas besoin d'aller très très loin, okay, c'est très facile, malheureusement. Ouais. On a évoqué rapidement, effectivement, tous les changements qu'il y a eu dans le monde du web depuis 2010. Il y a eu effectivement une tendance microservice pendant un petit moment. Est-ce qu'il y a eu je crois qu'il y a eu un modèle, enfin, il y a eu une version de Symfony
entre guillemets light pour être compliant avec ce genre d'approche microservice. C'est un projet qui a été maintenu, qui existe encore. C'est une philosophie. Enfin, tu vois, comment c'est perçu? Ok. J'ai combien de temps pour répondre à cette question? T'as le temps que tu veux, il n'y a pas de. Ah, c'est très compliqué. En fait, Symfony, ça a toujours été très optimisé où on a beau charger le paquet Symfony qui regroupe tous les composants, ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. On a beau charger tout ce truc-là, Symfony, au final, il va supprimer, enfin, façon de parler, dans le cache, en gros, il va supprimer tout ce qui sert à rien. Par exemple, on n'utilise pas le notifier, on dégage le notifier du cache des services générés, et du coup, en fait, Symfony, ça a toujours été assez light au runtime. Cependant, il y a plein de gens qui mettaient la pression sur les microservices, etc., et qui avaient, je vais être un tout petit peu méchant, mais j'aime pas trop ça, mais qui avaient une fausse vision, en fait, des choses, qui disaient, ouais, mais moi, j'utilise pas le notifier, je veux pas que le notifier, il soit là. Bah oui, mais il est pas là. Ouais, mais si, il est là, en fait, je sais qu'il est là. Et du coup, en fait, à un moment, on a craqué, on a fait, ok, on va faire un truc plus simple, c'est qu'en fait, on va plus jamais require Symfony, on va require juste ce dont on a besoin. Et en fait, les gens, ils ont été contents à partir de ce moment-là. Il y a quand même, je mens un tout petit peu parce que si on fait du microservice, à un moment, il y a quand même la taille de l'image Docker, on va dire, qui compte. Et c'est vrai que si dans les vendors, on a plein de trucs qui servent à rien, ça prend quand même de la place dans les images. Mais au runtime, c'était pas plus lourd, en fait. Donc voilà, au final, ça arrive en Symfony 3.3, 3.4, où il y a un nouveau truc qui s'appelait Symfony Flex qui aide un peu à faire toute la configuration automatiquement. Et du coup, maintenant, on est tout à fait capable de prendre un Symfony hyper minimaliste avec les 4-5 paquets, donc HTTP kernel, HTTP Foundation, DI, routing. Donc avec ces 4 composants-là, on est capable d'avoir un framework hyper minimaliste, hyper léger, façon de parler, parce que dans tous les cas, c'est nettoyé. Et oui, c'est toujours maintenu, c'est toujours utilisé, et maintenant, c'est même comme ça qu'on installe un Symfony, c'est que par défaut, on n'a rien. Et après, on va se dire, tiens, j'ai besoin de la validation, donc je require le validator, etc., etc. Oui, il y a une petite option, moi, que je préfère, c'est dire moment web app. Et en fait, ça nous télécharge tous les composants classiques pour faire une application web. Parce que sinon, au démarrage, en fait, on nous passe 5 minutes à dire, ah tiens, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Moi, je fais web app, je prends tout. Enfin, tout. Pas tout, mais 80%. Enfin, voilà, le truc qui marche dans 80% des cas. Parce que t'es pas forcément dans une démarche microservice aussi. Parce que... effectivement, je suis pas dans une démarche microservice, bien que chez des clients on fasse des microservices. Mais parce que, comme je disais, le conteneur de Symfony, il est compilé, tout ce qui n'est pas utilisé est mis à la poubelle, en fait. Enfin, n'arrive pas dans le cache. Donc, en fait, c'est juste de la place qui est prise sur le disque. Et on parle pas non plus de composants qui font 20 mégas, quand on parle de composants qui vont faire 20 kg, 30 kg, 50 kg. C'est pas... Ouais. Voilà. Et alors, du coup, c'est quoi parce que tu vois, l'approche microservice, il y a 2 écoles. C'est-à-dire que... et moi, je suis un peu ambivalent, en fait. C'est-à-dire que l'approche microservice, je trouve qu'elle est hyper intéressante. Mais je trouve qu'elle est hyper intéressante quand on a une approche presque académique. Et j'ai l'impression que trop souvent, c'est fait de manière un peu pour être dans la hype, plus que réellement faire du microservice. Gros sujet aussi. Ouais, moi j'en veux un peu à plein de gens qui ont évangélisé les microservices. Je pense à du Airbnb, du Facebook, des choses comme ça. Pour moi, les microservices, ça répond que à une seule problématique, c'est une problématique humaine. C'est-à-dire que on a 200 ingénieurs, les faire travailler sur le même projet, c'est un peu compliqué. Et encore, ça dépend, mais ça peut être compliqué. On a envie de déployer certaines parties de l'application sans déployer d'autres parties de l'application, et du coup là ça peut être intéressant de faire des microservices, parce qu'on va cloisonner comme ça les équipes, et les projets surtout, qu'on sera capable de déployer, etc. Et du coup en fait, à des moments, tous ces gros noms-là ont évangélisé sur les microservices, et on se retrouve avec des petites équipes de 5 développeurs qui font des microservices. Et pour moi, ça n'a aucun sens. Quand on leur demande en plus pourquoi ils font des microservices, la réponse est ouais, on découpe mieux notre code. Ouais, mais si on n'est déjà pas capable de découper bien son code avec un monolithe, je vois pas pourquoi on y arriverait mieux alors qu'on met une barrière HTTP entre les deux. Et au final, le nombre de projets qui se plantent, ou en tout cas où il y a une vélocité qui est quasiment à 0 parce que c'est hyper compliqué de faire quoi que ce soit, parce qu'on a besoin d'interroger 3-4 microservices pour avoir une info, et du coup on a des performances assez pourries, etc. Moi ça me fait un peu mal au cœur de perdre autant de temps, d'énergie, d'argent dans les microservices. Et souvent quand je dois faire des choix d'architecture,
Ma question, c'est il y a combien de développeurs en fait? Et en fonction de ça, déjà, voilà, il y a moins de 10 développeurs, il y a moins de 20 développeurs. Aucune raison de faire des microservices à mon sens. C'est intéressant de mettre en corrélation l'approche microservice avec le nom de dev. C'est pas une approche que j'avais eue jusque-là. Moi, j'avais vraiment une approche très séparation des responsabilités. C'est-à-dire que quand tu as vraiment des services critiques que tu veux vraiment pouvoir traiter à part. Et pour moi, il y avait du sens. Mais j'aime bien cette approche de se dire que effectivement, à 20 devs, tu peux travailler sur une même codebase. Et ça peut être effectivement plus de... Tu te rajoutes de la latence, enfin tu te rajoutes plein de sujets avec ces microservices. Ah ouais, c'est compliqué parce que on n'a jamais 100% d'uptime. Donc il y a toujours qui plante toujours un moment ou un autre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors si on est dans la même base de code, normalement dans le même process ça plante pas, mais là ouais, il y a du réseau, il y a de la latence. Qu'est-ce qui se passe quand ça échoue? Est-ce que je fais style il n'y a pas de résultat, ou alors je renvoie bien une 500 et du coup il faut que ce soit géré sur toute la chaîne, etc. C'est assez compliqué. Après, j'entends ce que tu dis que sur certains aspects qu'on peut avoir certains microservices, mais pourquoi pas? Il faut voir après ce que ça amène. Est-ce que c'est plus simple? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Et le troisième point, c'est de dire aussi, même si on a un gros monolithe, ça n'empêche pas de découper son monolithe virtuellement. Moi, ce que j'adore faire, c'est dans le dossier SRC, je vais avoir un truc qui va s'appeler un namespace qui va s'appeler projet. Je vais avoir tout ce qui concerne le projet dedans. Je vais avoir un namespace qui va s'appeler crawler. Je vais avoir tout ce qui concerne le crawler dedans, etc. Donc après, on n'a pas de conflit, ou peu de conflit, parce que voilà, chacun bosse dans son petit univers, son petit domaine, et pas, il n'y en a pas partout, quoi. Ouais. Il y a comment je pourrais dire ça? Je le dis pas avec malveillance, hein, je le dis vraiment avec bienveillance. Pour moi, dans Symfony, il y a aussi une approche. C'est pas à la mode Symfony, ouais, c'est dans ce sens-là. C'est pas qu'on est sur une boring tech, mais il y a plus de hype Symfony. Ouais. Quand tu présentes Symfony à un client, il n'a pas les yeux qui brillent. Complètement... Quand tu parles de Node, les clients ont encore un peu les yeux qui brillent. Tu leur parles de Rust, ils sont comme des fous. Tu vois, il y a un côté... alors, et pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que c'est une techno qui est là depuis longtemps, ou c'est juste une techno qui est arrivée à maturité? C'est pas forcément une question d'âge. Est-ce que c'est lié à PHP? Enfin, tu vois, comme pour toi, c'est... Et après, il y a aussi la question de qu'est-ce que ça apporte de travailler sur des boring tech comme ça? Très belle transition. Non, pour moi, clairement, Symfony, c'est en soi un peu une boring tech, dans le sens où le projet il est mature. Il y a toujours de l'innovation, et tant mieux. Mais ça marche, quoi. C'est pas genre, je vais utiliser ça parce que c'est la mode. Et du coup, ça me permet un peu d'enchaîner sur justement ce côté boring tech, mais je sais pas, moi, si je suis CTO ou si je vais, en tant que développeur, faire un rapport d'archi pour un client, je vais pas lui dire, tiens, va sur cette techno-là, ça vient juste de sortir, tu vas voir, c'est trop cool. En fait, moi, j'ai pas du tout envie d'engager ma responsabilité ou la responsabilité de ma boîte en disant, on va utiliser ce framework-là, et ça se trouve, dans 6 mois, le framework, il n'existe juste plus, et qu'est-ce qu'on fait après? Donc les devs, on va les former sur une techno, et après, on fait quoi dans 6 mois? Du coup, je préfère vraiment les boring tech pour les choses qui marchent. On sait qu'on trouvera toujours des développeurs Symfony, on trouvera toujours des développeurs PHP, on trouvera toujours des coachs ou des formateurs ou des personnes qui peuvent faire de l'audit. Et je préfère cette approche-là. Après, ça ne veut pas du tout dire que j'aime pas aller expérimenter à droite à gauche, mais en tout cas, quand il y a un peu de business derrière, je préfère être rassuré et être sur des technos qui sont là depuis longtemps, qui sont matures, des choses comme PostgreSQL, des choses comme ça fonctionne et on n'a pas de problème. Et en même temps, tu vois, moi j'ai bossé longtemps sur Zend, qui était quand même un truc solide, robuste, qui semblait être un projet avec les reins solides. Et en fait, en 2 ans, même pas, peut-être même moins, c'est devenu obsolète, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu peux être effectivement une boring tech, mais t'es pas à l'abri, en fait. Et tu vois, quand je regardais les chiffres de présence entre un Node et un Symfony, aujourd'hui, quand tu vois le nombre de projets en Node, t'as envie de te dire, Node a peut-être plus de chances d'être pérenne vu le nombre de projets qui tournent dessus. Et pourtant, on est clairement dans une hype. Alors peut-être qu'on a un peu passé la vague de la hype sur Node depuis le temps, mais tu vois ce que je veux dire, on est... en fait, personne n'est à l'abri, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord, et j'ai pas vraiment de réponse à ça. Mais en tout cas, disons que
prendre le projet qui vient juste de sortir, qui a 6 mois, 1 an, ça me paraît plus dangereux que d'investir sur un projet qui a 10 ans. Mais après, ça veut pas dire que le projet qui a 10 ans, il sera peut-être là, il sera peut-être plus là non plus dans 10 ans. Mais il y a quand même plus de chances qu'ils soient encore là dans 10 ans que le projet qui a juste 6 mois. C'est plus, voilà, je mettrai le curseur comme ça. Est-ce que tu as eu une connaissance aussi du côté open source de Zend? Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas aussi une explication de ce côté-là? Est-ce qu'il n'y a pas une contribution qui a périclité avec le temps et qui a induit du coup aussi un manque de support, une inquiétude des gens qui l'utilisaient, ou ce genre de choses? Je sais pas du tout. J'ai pas du tout de réponse à ça. Alors pour revenir du coup à Symfony, certes c'est une boring tech, mais comme tu l'as dit, il y a quand même eu pas mal d'évolutions, il y a encore des évolutions. C'est quoi les grands chantiers en cours sur Symfony? Donc, comme je disais, on n'a pas de roadmap, mais là, du coup, Symfony, c'est des releases qui sont basées sur le temps. Donc en fait, on a une version mineure tous les 6 mois, une version majeure tous les 2 ans. Là, on a une majeure qui va arriver à la fin du mois de novembre. Donc c'est la 7, Symfony 7. Et là, on va avoir des nouveaux composants. On va avoir un composant... Enfin là, on a un scheduler qui est arrivé. On a un remote event, webhook, dont je parlais. J'ai un tout petit trou de mémoire, mais il y a un nouveau composant qui va arriver en 7.1. Et je sais plus ce que c'est. Ah si, il y en a un, mais j'ai pas le droit de dire son nom. Ah, je fais du teasing. Non, par contre, il y a des trucs assez intéressants qui vont arriver, comme par exemple le profiler. Avant, en fait, on avait un profiler avec tout un panel de debug. On pouvait voir les requêtes SQL qui étaient jouées, les appels au cache, etc., les appels HTTP. On avait ça en mode web, et maintenant, ça va arriver dans les commandes. Donc, on va pouvoir profiler les commandes et du coup, voir ce que fait une commande. Ça y est, je viens de me souvenir, en 7.1, normalement, avec un peu de chance, on va avoir une V2 du serializer de Symfony qui a plus de 10 ans maintenant et qui souffre de certains défauts. Et du coup, on va avoir normalement un tout nouveau serializer à voir, parce que ça prend du temps, il y a beaucoup de développement, etc. Et sinon, sur les autres features, là, j'ai un trou de mémoire. Je ne sais plus ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y aura de nouveau. Tu nous racontais en début que un des facteurs de ton coup de foudre pour Symfony, ça a été ce tuto qui était bien fait. Moi, il y a un sujet dont j'entends de plus en plus parler à travers ce podcast, c'est ce qu'on appelle la developer experience. Ouais. Donc, c'est apporter du confort au métier de dev qui est déjà suffisamment complexe et suffisamment stressant. Il y a, je ne sais pas si tu le sais, mais Ruby on Rails, qui est pareil, qui a eu un effet de mode extrêmement rapide, mais c'était une techno qui a été créée à la base pour le bonheur du développeur. C'est comme ça que ça avait été pensé. Est-ce que vous avez cette approche-là aussi dans Symfony de faciliter la vie du dev? Ouais. En fait, Symfony copie pas mal Rails sur plusieurs points. On est assez aligné avec DHH, le créateur de Rails. On pourra y revenir après parce qu'il y a plein de trucs à dire un peu rigolo. Mais du coup, on fait énormément de DX, Developer Experience. On a beaucoup d'issues qui sont tagués DX où on se dit tiens, comment on peut améliorer cette expérience-là. Et c'est quelque chose à laquelle on fait énormément attention de simplifier au maximum l'expérience du développeur. On parlait par exemple... moi, je suis formateur. Et du coup, je fais les programmes de formation. Et en fait, c'est assez rigolo. Au fur et à mesure des années, en fait, la courbe d'apprentissage, en tout cas, comment j'orientais la formation a complètement changé. Parce qu'en fait, Symfony, il y a plein de concepts maintenant qu'on n'a plus besoin de savoir. Avant, on parlait d'injection de dépendance. Avant, il fallait faire la config à la main, dire OK, le service A, il a besoin du service B, le service B, il a besoin du service C. Maintenant, on fait plus du tout de config. Zéro config, juste ça marche par défaut. Après, on peut venir customiser, mais c'est-à-dire que maintenant, un développeur Symfony classique, si on parle des versions moins de 4 ans, on va dire, de Symfony, on installe Symfony, on passe sa vie dans SRC, on fait plus jamais de configuration, on fait juste des classes. La classe, elle a besoin de quelque chose d'autre, juste ça s'injecte tout seul. Alors, c'est pas magique, hein, c'est basé sur des conventions, et en fait, ça génère de la configuration. Enfin, il y a de la configuration qui fait que ça marche. Si on veut surcharger, on surcharge, il n'y a pas de problème. Mais du coup, on fait énormément attention à la DX pour que l'utilisateur il fasse juste du PHP et qu'il ne s'embête pas à configurer le framework, juste le framework il fait le job. Ouais. Et du coup, c'est quoi ces liens avec le créateur de Rails dont tu nous parlais juste avant? En fait, par exemple, dans Rails, ça parle surtout du front-end.
Il y a une initiative qui s'est lancée dans Symfony qui doit avoir bien 4 ans maintenant, qui s'appelle Symfony UX, comme User Experience, mais là qui est vraiment pour l'utilisateur final, hein. C'est-à-dire qu'il va avoir des drag and drop, des choses comme ça, des autocompletes, enfin voilà, en gros ça va simplifier l'usage de l'écriture de JavaScript et de HTML. Et donc qui parle de JavaScript, de CSS, ça parle souvent de préprocesseurs. On a besoin de Webpack par exemple pour aller tout compiler, etc. Et en fait, dans Rails, ils ont introduit des nouveaux concepts où maintenant on n'a plus besoin de tout ce tooling-là, où maintenant on peut juste faire du JS et c'est tout en fait. Et donc ça c'est possible grâce à des nouveaux standards aussi qui sont arrivés dans HTTP, dans le HTML, enfin surtout dans le HTML et dans les navigateurs, qui s'appellent les import maps. Je sais pas si tu... Vite fait, mais... Ouais. Du coup, les import maps, ça permet juste de dire, ok, bon, telle ressource, elle est à tel endroit, et on n'a plus du tout besoin de compiler son JS. Grâce à HTTP2 aussi, on n'a plus forcément besoin d'avoir qu'un seul JS, parce que HTTP2 permet de multiplexer, de récupérer plein de fichiers en même temps. Et du coup, maintenant, on oriente un peu aussi Symfony en disant, ok, si votre application elle est assez simple et que vous n'avez pas besoin d'un énorme tas de JavaScript, eh ben vous pouvez partir sur des solutions qui vont être à base de import maps, et du coup vous n'avez plus besoin de préprocesseur, vous n'avez plus besoin de Webpack, vous avez juste besoin de NPM, et encore même pas forcément si on prend des choses sur le CDN, ou alors Symfony propose des commandes aussi pour télécharger, enfin vendoriser automatiquement certains assets. Et du coup, moi, j'ai certains nouveaux projets où j'ai plus de toolchain en fait. J'ai plus de toolchain pour le front. Et ça, c'est des choses on s'est inspiré en fait de ce qu'a fait Ruby on Rails et DHH. Enfin voilà. Ouais, canon. Tu as évoqué aussi, pour terminer, tu as évoqué tout à l'heure j'ai oublié le terme, pas un plugin, mais un... Bundle qui permettait de faire un connecteur d'API. Ok. Moi, alors ceux qui écoutent régulièrement ce podcast le savent, moi je suis un grand fan de no-code depuis quelques temps maintenant, où c'est un peu ça le cœur du no-code, c'est le fait de connecter les API entre elles et un ensemble de différents services. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas s'il y a une possibilité pour Symfony d'aller toucher ce monde-là du no-code, mais avec ce connecteur d'API, tu vois, je me dis qu'il y a peut-être un chemin qui est pris aussi pour accéder à un marché que vous n'avez peut-être pas jusque-là. Alors le no-code connecteur d'API, d'où le nom du podcast, j'imagine. Non, pas du tout. Ah bon, ça n'a rien à voir avec IFTTT? Alors si, oui. Le nom du podcast a effectivement un lien avec IFTTT, mais j'ai créé le podcast avant d'être fan de no-code. D'accord. Mais j'ai surfé j'ai choisi exprès un nom qui n'était pas très loin d'un truc qui buzzait à l'époque. Là, je vais un peu botter en touche parce que je m'y connais pas tant que ça, même pas du tout en fait. En no-code, j'avais testé Node-RED, des choses comme ça, surtout pour faire de l'IoT et jouer avec. Quand je reçois telle data, je l'envoie dans tel endroit. Mais du coup, je sais pas du tout comment Symfony pourrait s'interfacer avec ça. Je m'y connais pas assez. Tu vois, j'évoquais tout à l'heure quand on enregistrait le compilé le fait qu'il y a le nouveau site du podcast qui est disponible depuis quelques jours. J'ai mis 4 jours à refaire le site sur une techno qui s'appelle Webflow, qui est du no-code. En vrai, j'ai été subjugué de la facilité avec laquelle tu fais un site. Alors peut-être qu'on me dira en commentaire que non, en fait, le site du podcast est dégueulasse, mais je trouve que la facilité avec laquelle on fait un site, que je juge comme étant quand même hyper clean, hyper propre, et qui fonctionne vachement bien, et avec plein de nouveaux trucs que j'arrivais pas à faire avant, sur un environnement WordPress que j'avais qui était un petit peu limité. Tu vois, je trouve quand même que dans le monde du web, il y a quand même un truc qui se passe dans ces solutions-là. On est très loin du WYSIWYG qu'il y avait dans les années 2000-2010. Je trouve qu'on est arrivé à un niveau qui est vraiment gueudin en fait. Et en toute sincérité, aujourd'hui, moi je vois plus l'intérêt d'utiliser un Symfony pour faire un site web. Je pense que pour faire une app métier, tu vois, quelque chose tu vois, où tu as une vraie logique back-end qui est taffée, ça a du sens. Mais j'ai quand même la perception que dans beaucoup de use cases dans lesquels Symfony est utilisé aujourd'hui, y a de plus en plus d'outils autres qui sont en train d'attaquer le truc, quoi. Je suis complètement d'accord. Pour faire des pages vitrines, enfin des sites vitrines, ou alors juste un formulaire en ligne pour récolter j'en faisais ça à l'époque pour récupérer des adresses mail, là, des landing pages.
Ouais, Symfony, c'est overkill, ça sert à rien. Il y a plein d'autres trucs pour faire ça. Et en tout cas, sur les projets sur lesquels j'interviens, je les code. Ça reste des gros projets et où il y a beaucoup de logique back-end. Où là, pour le moment, en tout cas, j'imagine pas, où je connais pas assez en gros le no-code, mais j'imagine pas que ce soit possible de remplacer Symfony ou n'importe quoi avec une brique no-code. Mais toi, c'est Webflow, c'est ça que tu utilises? Ouais. Mais il faudra que tu me montres après. Mais pour moi, c'était juste un CMS++, quoi. Oui, c'est un CMS++, mais pour moi, on est très loin de WordPress. C'est-à-dire qu'ils ont... il y a un vrai delta avec WordPress. Pour moi, on est au-delà du CMS, quoi. Ok. Donc voilà, okay. je partage mon opinion sur la suite, sur ma vision du no-code. Écoute, merci beaucoup, Grégoire, pour cette discussion. Merci beaucoup. J'ai encore 2 questions. Excuse-moi. Ça, je vous disais. J'ai 2 questions rituelles pour terminer, avant de terminer. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu ou une ressource que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs? Ouais, le blog de Julia Evans. Je sais plus exactement l'URL. On la mettra en commentaire. On la mettra, ouais, parfait. Et son blog est absolument génial. Cette personne est géniale. Son Twitter, absolument tout. Elle est capable de vulgariser absolument tout et n'importe quoi, même des concepts qui paraissent simples comme un serveur DNS, mais en allant vraiment au bout des choses. Et si vous la connaissez pas, allez la suivre les yeux fermés et acheter ses zines. Elle fait des espèces de petits PDF à lire. Et, elle mérite d'être... en vrai, elle est super connue. Je sais pas combien, centaines de milliers de followers là, mais elle mérite d'être encore plus connue. Okay. Et on mettra le lien en description. Et dernière question, qui est la question rituelle de ce podcast. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Ça dépend. J'ai le droit de répondre ça. T'as le droit mais moi, dans mon formulaire, je préfère que tu me donnes une réponse précise. Mais en Go, par exemple, on est obligé de faire des tabs. Donc, il n'y a juste pas le choix. Après, dans tous les autres langages, je suis sur des espaces. Mais j'ai vu une fois un article qui était un peu intéressant, qui parlait d'accessibilité pour les personnes avec des troubles visuels. Qui disait qu'en gros l'espace le tab est vachement plus intéressant parce que déjà on pouvait donner la largeur d'un tab, dire virtuellement c'est un tab qui fait un espace, 2 espaces, 3 espaces, et quand on a un lecteur d'écran, c'est vachement plus sympa d'entendre tab if que d'entendre space if. Du coup je pense que si je devais tout remettre ma vie en question, peut-être que je ferais que des tabs, mais bon, maintenant c'est l'espace qui a gagné quasiment partout et j'utilise des espaces partout à part en Go. Ouais. Effectivement, je pose cette question depuis l'épisode 1 à tous mes invités, et effectivement je crois que c'est l'épisode 34 ou 30 et quelques où effectivement j'ai fait un épisode sur l'accessibilité et mon invité m'a expliqué que il faut prendre la tabulation si tu as des personnes en situation de handicap visuel dans ton équipe de dev, parce que c'est effectivement ce qui est mieux. Il a un peu plié le game, mais j'ai continué quand même à poser la question. C'est un peu le gimmick du truc. En tout cas, merci beaucoup Grégoire pour cette discussion. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Donc voilà, je vous l'ai dit, vous l'avez entendu, il y a un nouveau site qui est disponible. Quand cet épisode sortira, ça fera déjà quelques semaines que ce sera dispo, mais je vous invite quand même à aller le voir, notamment pour avoir des goodies. Si vous voulez soutenir ce podcast, c'est aussi un moyen de participer à sa diffusion et à sa notoriété. Il y a une casquette, il y a un mug, il y a un pull et il y a un t-shirt qui sont aussi des moyens de montrer que vous êtes un ou une développeuse DEV pour différents extraordinaires visionnaires, qui est du coup cette tagline du podcast. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.